Ok, alors messieurs, dames, bonsoir, bonsoir. On part sur à peu près 2 heures. Mais bon, vous savez, hein, ce sera plus 2h30. Laisse en rouge, j'ai dit, Tago. En rouge? Mais en rouge, ça fait très... Mais laisse tomber, faible, laisse-le tomber, chelou. laisse-le tomber. Laisse-le tomber, t'inquiète. Ouais, du coup, on part sur 2 heures de live. On va parler déjà, premièrement, de ce cher bon Napoléon, dont le film de Ridley Scott est sorti hier, au cinéma. Film qui se fait déboîter par la critique, n'est-ce pas? T'as fini de jouer avec tes lumières, toi? Non mais en fait, j'arrive pas. Putain, c'est abusé, quoi. Je trouve ça le rouge. Ah, putain. Bon, Ah ouais. alors... ça. Donc... Ouais, bah, Et le programme ensuite, ce sera normalement un comparatif entre deux personnages de la conquête de l'Amérique, Atahualpa, donc le dernier empereur Inca, et son conquérant, Pizarro. Et enfin, en troisième partie, vous aurez Histoire méconnue, la vidéo réalisée par nos soins, qui a duré un peu longtemps, mais elle est très jolie, elle est très belle, elle est magnifique, franchement elle vaut vraiment le coup, je vous jure. Salut Yéyé, oh incroyable, il y a du monde ce soir, c'est fou. Du beau monde même. Bah du coup allons-y. Commençons par le début. Déjà, commençons par le début du début. Le film en question, je sais pas ce qu'il vaut. Denji. Mais pas fifou. Pas fifou apparemment. Et salut Link. Salut mon cher. Moi, j'ai pas eu que des mauvais avis en soi. Hein. Ah ouais? T'as eu quoi comme avis? J'avais vu des trucs comme quoi il était... Enfin, pas mal, mais que les raccourcis historiques étaient trop gênants pour certains. Alors après, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas normal de faire des raccourcis historiques quand tu fais un film sur 20 ans d'activité? Vous avez pensé que en 3 heures. Kingdom of Heaven, c'était pareil. Ils avaient dit il y a eu trop de raccourcis. Arrête de me lécher, frère. Il y a eu trop de raccourcis. C'est lui qui me lèche. Des dingueries sur ce live. Ok. Ouais. Donc, tu disais? Je disais? Je ne sais plus. Oui, ouais. Que Kingdom of Heaven avait eu beaucoup de critiques sur les raccourcis. Voilà, mais c'est pareil. C'est en 2 heures, tu peux pas te permettre de faire un truc de fou. Alors c'est vrai, mais pour le coup, tu vois, par exemple, pour Kingdom of Heaven, ou même pour le dernier duel qui est sorti il y a 2 ans, c'est des événements historiques qui sont relativement isolés, ça dure très peu de temps. On te parle vite fait, par exemple, dans Kingdom of Heaven de Montgisard et des batailles qui datent d'avant Hattin et Jérusalem. Mais pose ce chien. Merde. Et voilà, donc du coup, faire un film de 2 heures, voire 3 heures sur ces événements-là, ça paraît cohérent, parce que bah, t'as le temps de raconter ton histoire. Là, c'est vrai que c'est un peu plus juste. Mais bon, dans tous les cas, j'irai le voir, moi. Mais voilà, si jamais vous, dans le chat, vous l'avez vu, ce film, et que vous voulez nous partager ça, bah, faites-le. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Donc du coup, on va commencer dans le vif du sujet, n'est-ce pas Nana? Oui. Es-tu prête à raconter ta vie? Ouais. Raconte ta vie. Bah pas la mienne, mais oui. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons avec attention. Tu as annoncé le sujet du débat? Bien sûr. De toute façon, il est marqué en gros, peut-on affirmer que Napoléon Ier a fait avancer la France? Napoléon Ier, donc 1804, donc 1815. On va débuter... Ouais, mais bon, pour une petite égalité de tous, on va débuter avec une biographie de Napoléon pour vraiment... Enfin, de lui et de son règne. Hein. Alors, okay. Du coup, Napoléon est né le 15 août 1769 dans une corte tout juste française. Donc depuis 1 an, la Corse a été rachetée à la République d'Eugène après confisqué. Le traité de Versailles. En vrai, confisqué. Ah ouais? Parce que les Français ont aidé... enfin, Louis XV a aidé comment dire, les Génois dans leur guerre et tout, et l'agitation en Corse, tout ça. Et ils leur ont demandé de payer, sauf qu'ils n'ont jamais payé. Donc du coup, les Français, ils ont dit « Ok, vous pouvez pas payer ?» Bam, la Corse, c'est à nous. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Okay. À peu près. Bon, du coup, Napoléon évite d'1 an d'être né donc génois.
Même si en soi, la culture et la langue parlée là-bas est pas. Enfin, Napoléon parle pas français au début. Mm. Donc, il naît au sein d'une famille assez respectée, mais aux moyens assez bas. Ils vivent dans une petite maison d'ailleurs qui est devenue un musée aujourd'hui. Ok. Et Napoléon se révèle avoir une prédisposition évidente pour les armes, et son père décide ainsi de lui faire bâtir une carrière du coup, de soldat dans l'armée française. Et il est envoyé rapidement en Champagne à l'âge de 9 ans, il me semble, où Napoléon est complètement dépaysé, il ne parle pas français comme on a pu vous le dire, il n'est pas noble de grande famille, donc il est moqué par les garçons de son école, qui eux le sont. Et en gros, ça va forger un petit peu Napoléon dans la volonté de toujours vouloir prouver, parce qu'en fait, il a été beaucoup critiqué quand il était enfant, ce qui explique un petit peu son caractère un petit peu spécial. C'est également dans cette école-là qu'en fait, va avoir lieu, tu peux passer peut-être l'image. Bien sûr, tout à fait. En gros, c'est également ici que va avoir lieu la célèbre bataille de Boule de Neige, pardon, qui va le révéler réellement... Aussi connu qu'Austerlitz, bien sûr. Peut-être pas aussi connu, mais qui va révéler en gros que c'est vraiment un bon stratège. En fait, il révèle déjà à cet âge-là des grandes qualités de meneur d'hommes. Et d'ailleurs, parmi les grandes figures historiques qu'il admire, il n'y a pas que Alexandre ou Jules César, mais il y a également un certain roi suédois, du nom de Gustave Adolphe, dont on reparlera un peu plus tard. Voilà. Ouais. Vas-y, continue, désolé. Et du coup, donc après cette image-là, donc on sait aussi que avec cette école-là, il est doué en géographie, en mathématiques. Il a vraiment un esprit très vif, une grande vivacité d'esprit. Salut à tous ceux qui Il est également passionné par la lecture, fasciné par les grandes figures, donc comme tu as pu en parler juste avant, mais surtout par leurs exploits militaires. On sait déjà que il est déjà très, comment on peut dire, très épris de stratégie militaire. Certes. Également à cet âge-là, il se découvre une autorité naturelle et beaucoup de sang-froid. Et à ses 15 ans, il intègre la prestigieuse école militaire de Paris où il rejoint l'élite de l'armée, les officiers, l'élite de l'armée du roi. Son mère meurt peu après, malheureusement, et c'est Napoléon qui endosse le rôle de chef de famille. C'est pourtant pas l'aîné, il a un grand frère, mais il est considéré par la famille comme n'étant pas assez apte, pas assez grandiose dans son caractère, on va dire, à l'inverse de Napoléon. Et c'est lui, du coup, qui prend les rênes de la famille. Il lui faut ainsi passer le concours de l'école assez rapidement pour avoir un solde derrière. Et il va le réussir au bout de 7 mois au lieu de 3 ans habituellement. Un petit surdoué. Ouais, vraiment un petit surdoué. Il passe à 16 ans du coup seulement avec succès le concours, et la monarchie va cependant pas lui permettre de réaliser ses rêves de gloire, puisque lassé de la vie de garnison, sans réelle perspective de carrière car petite noblesse à l'époque, seuls les membres de haut rang pouvaient prétendre à ces rôles-là. Voilà. Et à l'heure de la prise de la Bastille, donc en 1789, la Révolution française, Napoléon est toujours en garnison à Valence et il ne joue aucun rôle significatif. Mais la sortie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prône ainsi l'égalité et la fin des privilèges, abolit également cette loi qui l'empêche d'évoluer dans sa carrière, et ainsi il peut donc prétendre au plus haut grade. Entre-temps, les conflits en Corse entre pro-paolistes, alors Paoli, il me semble que c'est un grand personnage de la Corse, la voulant indépendante. C'est le chef des... Mais en gros, il y a des conflits du coup entre les pro-paolistes et les pro-révolutionnaires, dont font partie les Bonaparte. Et cela prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à faire incendier la maison Bonaparte et obliger la famille à quitter l'île. Cela développera une sorte de rancune chez Napoléon concernant l'île, et il fera dire quelque temps avant sa mort au maréchal Bertrand « La Corse n'est pour la France qu'un inconvénient, une verrue qu'elle a sur le visage ». Donc clairement... C'est terrible de dire ça pour quelqu'un qui est corse de base. Hein. Oui. C'est terrible hein, bah oui, de dire ça. Mais bon, enchaîne. Donc ensuite, on a les années de la République de Robespierre, la crainte des pays européens. En gros, la France a besoin de défense, notamment avec la... Je cherche mes mots. Bah, la République, les armées de la République, ils doivent défendre le pays. En gros,
Voilà, c'est ça. On a un besoin, donc on fait appel à une nouvelle génération de jeunes officiers talentueux pour commander les armées. Donc on fait partie de Napoléon. Et il est appelé pour défendre la ville de Toulon, qui est actuellement qui est assiégée par la flotte britannique. Ouais. Il va montrer un véritable don pour la guerre. C'est ici qu'il va être repéré d'ailleurs par de grands hommes. Le frère de Robespierre notamment, mais aussi Paul Barras. Barras qui est un membre du Directoire. Il y a 5 personnes qui dirigent la France après Robespierre, après la Terreur. Il y a 5 personnes qui dirigent la France, c'est le Directoire. En attendant mieux, hein, voilà. C'est un espèce de conseil de régence entre 2 périodes. Et en vrai, vu les troupes qu'il y a eu en France, c'est la merde. C'est vraiment la merde en France. Et pendant des années et des années et des années. Donc du coup, il faut bien que quelqu'un prenne la main. Vas-y. Ouais. Après, on y reviendra, mais c'est pas non plus le meilleur, quoi. Bref. Du coup, il se révèle être un taxi encore une fois hors pair et il repousse la flotte anglaise avec une certaine facilité, ce qui lui permet du coup d'être promu au titre de général de brigade et d'être repéré par du coup ceux qu'on a cités. Et rêvant de prendre les rênes de la Révolution, Barras voit en Napoléon quelqu'un qui pourra lui être utile grâce à son talent militaire, et Bonaparte va ainsi propulser sa carrière grâce à Barras. C'est ça, en fait les deux s'émulent, parce que t'as donc Napoléon qui forcément est mis sur le devant de la scène militaire par Barras qui l'encourage à aller plus haut, et Barras il le voit comme un outil qu'il va pouvoir utiliser pour sa quête de pouvoir personnel, parce que lui aussi il a des ambitions. Oui, c'est ça, les deux se servent de l'un de l'autre. C'est ça. Donc par la suite, Robespierre est guillotiné en 1794 et Barras du coup cherche à s'emparer du pouvoir, mais a besoin d'un bras armé pour contrer un complot royaliste qui souhaite réinstaurer la monarchie avec Louis XVIII. Napoléon hésite à savoir quel parti il va choisir, lequel serait pour lui le plus intéressant en termes de gloire. Il est toujours d'ailleurs en quête de ça. Donc il a le choix entre la Convention ou bien les royalistes. Et le 5 octobre 1795, Napoléon a choisi de défendre la République avec 5000 hommes. Il repousse ainsi 25 000 insurgés royalistes qui menacent l'Assemblée de la République. Et pour le remercier, Barras va faire de Napoléon l'un des personnages les plus importants de ce nouveau pouvoir. Barras, qui est donc à la tête du Directoire, qui est un régime corrompu, soutenu par une bourgeoisie qui s'est enrichie pendant la Révolution. Il fallait bien remplacer les nobles. Ouais. Oui, mais bon, c'est pour une nouvelle bourgeoisie. Ouais, non, mais voilà, c'est... Sur le dos des autres. Voilà. Donc Napoléon est le plus important général de France à cette époque. Il commande Paris et sa région et est chargé souvent de mater les nombreuses révoltes de cette époque. Et cette époque, elle marque aussi une période d'exutoire pour la vie du peuple, de débauche. Le peuple est heureux d'avoir survécu à la terreur et à la Révolution. On dit aussi que les tenues féminines sont de plus en plus libérées. On n'a plus de brassière, de soutien-gorge, on peut apercevoir les tétons des femmes pour la première fois. Et les plaisirs sont de principe. Mais Napoléon, malheureusement, il est timide. Il ne se fait pas remarquer plus que ça malgré son titre. En termes de physique, bien que réputé petit, il est jeune, 23, 24, sans 25 être jeune, ans. Hein, il est né en il a 25 ans. Ouais, quand t'es général à 25 ans, c'est pas mal déjà. Hein. Regarde-nous. Oui, mais ça veut pas dire que t'as le droit d'être... tu dois être moche et pas aperçu. Certes. Mais en tout cas, bref. Napoléon est réputé d'être petit, c'est pas forcément un vrai fait. Il fait 1m69, c'est une taille normale pour les hommes de cette époque-là. Un fine art. Il fait 1m80. Ouais, c'est ça. Mais on dit qu'il a un physique frêle et juvénile, ne laissant pas deviner les hautes fonctions qu'il occupe. Il est décrit comme maigrelet, aux cheveux raides et gras, d'apparence maladive. Il a ainsi rien de séduisant. On peut un peu l'imaginer avec cette description. Mais cependant, c'est aussi dans ces salons qu'il va présenter qu'il va rencontrer la femme de sa vie, Joséphine de Beauharnais, une élégante veuve à l'accent créole, très charmante et bien élevée. On dit qu'elle avait une démarche très sensuelle. Voilà. C'est ainsi qu'on l'a décrit dans énormément de... Très bien. Excellent ça. Napoléon est captivé par elle, il lui rend visite à de nombreuses reprises, on dit même qu'il est un petit peu omniprésent, il la saoule, en d'autres termes. L'accent créole. Ouais. Je réponds à mais grâce à elle, il va découvrir l'amour à 26 ans, du coup, une passion dévorante le pousse à la demander en mariage quelques temps plus tard. Elle est d'abord réfractaire, mais c'est Barras, un ancien amant à elle, qui va
qui va la pousser plutôt à accepter cette demande. Et le 9 mars 1796, Napoléon épouse Joséphine. Le mariage rapidement expédié, Napoléon part rapidement en conquête à la demande de Barras, qui veut encore se servir de lui pour son expansion. Il est enfin aux commandes d'une armée donc de 60 000 hommes, et sa mission est de repousser des armées autrichiennes et piémontaises qui menacent d'envahir la France à la frontière italienne. Mais Napoléon découvre que son armée est en piteux état. Ses hommes sont mal équipés, mal nourris. Malgré cela, sa motivation est telle qu'il est bien décidé à réaliser un coup d'éclat. Il remotive ses soldats. On dit qu'il leur a fait un discours extrêmement remotivant, que une nouvelle armée est née en quelque sorte. Il leur expose les schémas traditionnels en appliquant il explose les schémas traditionnels en appliquant des techniques nouvelles propres à lui, ce qui crée la surprise au sein des armées ennemies. Il veut ensuite une victoire spectaculaire et en quelques semaines, tout est pulvérisé. Sous Napoléon, la propagande est aussi de mise. Ses victoires sont louangées et il commence à obtenir la reconnaissance tant souhaitée. Triomphe de la bataille de Lodi notamment. Je sais pas si c'est la bataille de Lodi où tu sais il y a l'histoire du pont. Hein tu sais peut-être. Le petit caporal. Non, tu sais, où apparemment, en fait, lui, il serait tombé d'un pont, mais en fait, dans la propagande, il aurait fait un truc. Je sais plus si c'est Lodi. Où en fait, en théorie, il serait tombé d'un pont, mais dans la propagande, il a dit qu'il Je sais qu'il y a deux histoires avec les ponts. Il y a un exploit incroyable. Il y a une ville, enfin, il y a deux batailles. Il y a la bataille d'Arcole, du pont d'Arcole, et la bataille de Lodi. Non, c'est ça, c'est bataille d'Arcole. Et en gros, je crois qu'il a failli mourir. Il est sauvé par un de ses aides de camp qui meurt à sa place, en clair. Et parce qu'il était complètement inconscient, il voulait crever parce que justement, il avait plus de nouvelles de sa femme. Oh, mais bouh. Ouais. Ah oui. Ouais. Et du coup, il s'est foutu à l'avant des lignes et tout, prêt à mourir. Voilà. Et il est sauvé et je sais pas, ça a créé un déclic. Et derrière, bam quoi. Voilà. Vas-y, continue. Du coup, donc triomphe de la bataille de Lodi, il fait son entrée dans Milan triomphal aux côtés de la population milanaise qui l'acclame. Et Stendhal écrit même à ce moment-là dans la Chartreuse de Parme, que César et Alexandre ont enfin un successeur. Donc, c'est flatteur, parce que là, il est général. Des grands écrivains. Oui, c'est pas non plus le roi, tu vois, mais... non, pas trop. Clairement pas, mais en tout cas, il est reconnu par les grands écrivains. Mais Napoléon, du coup, a désormais la gloire, mais il veut maintenant le pouvoir, mais comment faire? Donc, par la suite, on a le triomphe de la bataille de Rivoli. Tu peux nous en parler un peu, Marco? La bataille de Rivoli, je sais plus exactement, la bataille de Rivoli, je me rappelle pas de la bataille de Rivoli, je t'avoue. Ah, il me lèche. Je suis désolé, c'est pas grave. Voilà. En fait, bon, en clair, en Italie, il explose tout. Il explose 3 armées différentes autrichiennes. Il est à un point où il arrive à aller donc du Piémont à la base, parce qu'il devait se contenter du Piémont. Il va au-delà, il va continuer, il va aller sur Milan, etc. Puis ensuite il va aller carrément en Vénétie, il va aller direction Venise. Et il va se retrouver à un moment donné à 100 bornes de Vienne, en remontant sur les Alpes là. Il va remonter sur les Alpes et il va se retrouver donc à 100 bornes de Vienne. Et à ce moment-là, les Autrichiens, ils vont se dire ouais, on va peut-être arrêter les frais là, c'est bon. Hein, à la base, on devait avoir une victoire facile contre des mecs qui étaient déjà à moitié morts là. Et en fin de compte, ils se retrouvent à capituler à Campo Formio. Ça, c'est l'histoire de la campagne d'Italie, ça. Et oui, le truc, c'est que du coup, vu qu'avec un effectif relativement limité comparé aux armées d'en face, etc., parce que quand même, 3 armées différentes, en plus il y a la coalition, parce que il y avait pas que, à la base, il n'y avait pas que les Autrichiens, il y avait aussi donc l'armée piémontaise qui capitule rapidement, il y a l'armée de Lombardie, parce que le duché de Lombardie à ce moment-là est à peu près indépendant, on va dire. Et bref, donc toutes ces armées-là sont levées contre lui, et ils perdent tous les uns à la suite des autres. Et ce qui va se passer, c'est que sa gloire, elle va être énorme en France. C'est incroyable, parce qu'en fait, au même moment, il y a le Rhin qui est attaqué par donc, les Autrichiens et les Prussiens, mais un peu plus haut, et le front est stabilisé. Et l'armée, la France qui gagne, la France révolutionnaire, la France républicaine qui gagne, c'est en Italie.
Et Napoléon va faire capituler les Autrichiens. Donc le gouvernement, donc le directeur se dit mais what the fuck. Mais enfin, mais où va-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce mec qui a même pas 30 ans et qui va nous foutre à la retraite? Non, c'est pas possible. Et du coup, il va être un petit peu mis à l'écart. Et qu'est-ce que trouve Barras pour le mettre à l'écart? L'Égypte. Il va l'envoyer en Égypte. Le but officiel, ça va être de couper la route des Indes aux Anglais. L'Égypte appartient à l'Empire Ottoman, hein, mais bon, la neutralité, tout ça, y a rien à foutre. Et donc du coup, il va s'embarquer en Égypte avec donc une expédition militaire importante, des dignitaires, des ambassadeurs, tout ce que vous voulez, des scientifiques aussi, parce qu'il y a donc la naissance de l'égyptologie, n'est-ce pas? Et au début, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Je te laisse enchaîner. D'accord. Donc le 1er juillet 1798, à la tête d'un corps expéditionnaire de 50 000 hommes, Napoléon débarque dans le port d'Alexandrie pour conquérir l'Égypte, comme tu as pu le dire. Là-bas, il est comparé à Alexandre le Grand, qui avait déjà, on avait pu le voir d'ailleurs pendant l'Égypte, qui était arrivé pareil à Alexandrie, et il était extrêmement louangé à cette époque. Et Napoléon arrive en conquérant à la bataille des Pyramides, où il pulvérise 20 000 mamelouks du sultan de Constantinople. Napoléon est considéré comme le nouveau maître de l'Égypte. Comment? En perdant 100 mecs, littéralement. Avec des carrés d'infanterie, il va juste les empêcher. On connaît la puissance des mamelouks et leur formation intensive et tout ça, mais en soi, c'est une victoire incroyable. Donc il fait face malheureusement à une population très hostile, et cela va basculer dans une violence extrême. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pour Farah qui m'avait demandé. On sait qu'à cette époque-là, il aurait souhaité devenir musulman, rentrer dans l'islam. Et semble-t-il qu'apparemment, quand on lui aurait parlé du fait qu'il devait arrêter de boire et se faire circoncire, il aurait refusé. C'est incroyable. C'est les infos que j'ai trouvées. Non mais attends, c'est quoi cette anecdote de ouf là? Et en fait, parce que ce serait assez répandu du fait qu'il ait voulu rentrer dans la confession musulmane, mais... Ah ouais, de fou. Non mais attends. À un moment donné, on te dit t'arrêtes de boire et c'est bon. Non. Je t'ai dit non, je peux pas faire ça. Il faut bien dire il voulait plus... c'était arrêter de boire et se faire circoncire qu'il a quand même stoppé. Mais il trouvait autrement la religion très belle, mais ça l'a vraiment gêné, visiblement. Mais enfin, petite anecdote de passage, voilà. Donc au début de l'année 1799, à la tête d'un détachement de 13 000 hommes, il se lance à la conquête de la Palestine et prend la ville de Jaffa le 7 mars. Après 10 jours d'intenses combats, on y voit une violence absolue lorsqu'il ordonne un massacre de prisonniers, donc entre 2000 et 4000 prisonniers tués à l'arme blanche pour économiser les munitions. Donc afin de mater définitivement les populations qui lui résistent. Et dans le même temps, Napoléon se rend à l'hôpital de Jaffa où commence un petit peu en gros, comment on peut dire, les mauvais actes entre guillemets de Napoléon, même si c'est très discuté. Donc il aurait fait empoisonner les blessés et les malades intransportables de ces hommes pour ne pas s'encombrer afin de pouvoir regagner l'Égypte. Ouais. Tu veux suivre, Marco? Non, enfin si, mais vas-y, tu sais quoi, mais faut qu'on abrège par contre, hein, parce que là tu tiendras jamais. Ouais, non. Alors, donc en gros... Par ailleurs, elle se rend compte du désastre actuel. Vas-y. Tu t'en souhaites? Vas-y, je t'en prie. Toi, vas-y ou moi, vas-y? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Moi, vas-y. Donc, par ailleurs, elle se rend compte du désastre actuel pour Paul Barras en France. La guerre en Europe a repris et les territoires conquis par Napoléon précédemment sont perdus les uns après les autres. Notamment l'Italie est épuisée par des années de troubles révolutionnaires et écœuré par la corruption de Paul Barras. Le peuple français réclame le retour de son héros Bonaparte. Napoléon se dit à ce moment-là que c'est réellement le moment. Il est convaincu de sa réussite. Il déserte ainsi seul son armée, ce qui est pourtant puni de mort. Attends, il y a quand même un truc à rajouter entre-temps. Hein. C'est que la flotte française qui les a amenés, tout simplement, l'expédition, donc l'ancienne royale, la flotte du roi, quoi, en clair. L'ancienne royale donc devient une flotte de transport entre guillemets pour ramener tous les hommes français en Égypte.
et ils se font défoncer pour la première fois, et c'est pas la dernière parce que voilà, par l'amiral Nelson, ce cher ami, qui va couper toute retraite parce qu'en fin de compte, pourquoi il attaque la Palestine, pourquoi il se passe tout ça, c'est parce qu'en fait la bataille de la baie d'Aboukir, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus rien pour rentrer, donc ils sont bloqués en Égypte, tous. Et c'est pour ça, entre guillemets, qu'il va se casser à l'arraché, sans trop rien dire, quoi. Voilà. Quel enfoiré. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais en même temps, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de sa faute. Bonjour Fifi. Fifi, t'as raté l'anecdote. Oh bébou, bah, elle regardera ça plus tard. Il n'y a pas de souci. Oui. Et donc du coup, voilà, il rentre d'Égypte. Et ça se passe pas très bien, comme tu l'as dit. La France, ça repart en live. Hein. C'était vachement surprenant, hein, vu qu'on avait dit que c'était genre 5 mecs qui étaient arrivés là un peu par hasard et qu'ils avaient aucun charisme. Du coup, ouais. Napoléon, il a de l'ambition et il a l'envie de bien faire. Donc du coup, on va lui proposer de prendre le pouvoir. Comment va-t-il prendre le pouvoir? Il va, le 18 Brumaire, dans le calendrier républicain, et donc du coup ça correspond au 9 novembre 1799, se pointer au Parlement avec ses hommes, donc le Conseil des 500. Il va se planter avec son armée, rentrer à l'intérieur et dire ouais c'est bon, c'est moi le chef maintenant. Et du coup évidemment bah, ça passe pas trop, hein, parce qu'on fait pas des coups d'état comme ça en rentrant avec son armée dans le Parlement. C'est pas bien de faire ça. Bon, il se passe ce qui se passe, il y a plusieurs événements. Son frère, qui est un des parlementaires, va l'aider, Lucien je crois, va l'aider et il va finir, grâce à l'aide de la cavalerie de Murat d'ailleurs, à se faire élire consul de la République. Vu qu'il a pas l'âge, c'est compliqué, donc du coup on lui met deux consuls avec lui. Donc CIS et j'ai oublié le nom du troisième lieutenant, mais bon, c'est un petit peu comme le triumvirat de Crassus et César et Pompée. Bah Crassus on s'en souvient pas. Bah voilà, c'est pareil, c'est le même concept. et donc il va être d'abord consul, puis 1801 consul à vie. Enfin, premier consul, puis ensuite nommé consul à vie en 1802, etc. Sachant qu'entre-temps, en 1802, on est en paix en France, je crois, hormis avec l'Angleterre, mais voilà, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Avant ça, il y a une deuxième campagne d'Italie, que Napoléon va réussir à conquérir à nouveau, en partie en tout cas. Il va avoir une grosse victoire, notamment à Marengo. Et un petit peu plus tard, alors qu'il y a des nouvelles institutions qui commencent à être créées, des réformes en France, etc., dont on devrait parler dans le débat, mais là c'est pas trop le sujet pour l'instant, il va être proposé à Napoléon de devenir empereur des Français de la République. Voilà, en clair. Et donc il y a le sacre. Il y a le sacre en 4, le 2 décembre. À Notre-Dame de Paris, où il pose directement la couronne sur sa tête devant le pape, hein, voilà, parce que... Aïe. Ouais, c'est ça, dab, ouais, dab. Et évidemment, bah, ça plaît pas trop en Europe, hein, tout ça. Et ils sont pas trop chauds de voir débarquer un entre guillemets jeune homme pour prendre le pouvoir et contrecarrer les plans européens, quoi. L'équilibre des forces, parce que la France prend énormément d'importance, et en plus de ça, vu les troupes qu'il y a depuis la mort de Louis XVI, il voit ça d'un œil un peu inquiet, quoi. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs coalitions qui vont en découler de tout ça. Donc en gros, par exemple, vous avez, je crois, la 3e ou la 4e coalition en 1805, avec donc l'Angleterre d'un côté qui va défoncer la flotte française à Trafalgar, et les Autrichiens et les Russes qui s'assemblent pour faire une grande bataille, la bataille d'Austerlitz, 1 an après le sacre. Non. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Cléopâtre, c'est genre dans les années
enfin 0 quoi, par là, et Cléopâtre et Napoléon c'est dans les années C'est moins 1800. 30 et Napoléon c'est 1800. Bref. Et bon, il va y avoir donc plusieurs coalitions qui vont être créées contre la France, et Napoléon va, au fur et à mesure, toutes les repousser les unes après les autres, continuant à agrandir l'influence et les territoires de la France, jusqu'à arriver à un empire quand même genre vers 1812 qui ressemble quand même à ça. Voilà. Donc ce que vous voyez en bleu foncé, c'est la France. J'ai pas dit que c'était genre des territoires conquis, hein. C'est des départements français, voilà. Donc tout ce qui est en bleu foncé, c'est la France de l'époque. Tout ce qui est comment dire, en plus clair là, c'est donc les dépendances françaises, donc où il y a ce cher Napoléon qui va poser les membres de sa famille sur les trônes de chaque bled là. Donc il va nommer ses frères roi d'Italie, roi d'Espagne, il va nommer Murat roi de Naples, il va nommer des maréchaux, bref, à plein de postes différents, très 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 prestigieux. Et donc du coup la France à ce moment-là, on peut le dire, elle domine complètement l'Europe. En 1812, il y a l'Angleterre. Avant la campagne de Russie, il y a l'Angleterre qui essaye de se battre contre les Français, mais à part au Portugal et en Espagne où il y a eu beaucoup de difficultés, c'est pas très important, mais justement, voilà, on je le dis quand même. un petit peu. Non, en vrai, c'est important. Ah si, bien sûr c'est important, mais je veux dire c'est pas capital pour la France entre guillemets. Ouais, on va dire juste pour préciser un petit point qui est quand même important pour la France, justement, c'est que en gros, face à son animosité envers l'Angleterre, Napoléon exige un petit peu de toute l'Europe à faire un blocus continental, afin de fermer les commerces les commerces du continent aux Britanniques. Oui. Et en gros, il aura une volonté de dégager le pouvoir en place qui est en Espagne, donc en 1807, à dégager le pouvoir en place et à instaurer son propre frère. Il dira par la suite que c'était sa plus grande erreur, de mettre son frère et d'aller en Espagne, et c'était réellement une de ses 2 plus grandes erreurs, en tout cas, de ce qu'on peut notifier. Et donc justement, par rapport au blocus continental dont tu parlais, en gros, en 1812, il y avait 2 pays qui refusaient jusqu'à maintenant de faire ce qu'ils disaient par rapport au blocus continental. C'était donc la Suède et la Russie. La Suède, ils en ont fait leur affaire. Je sais pas trop exactement comment ça s'est passé, mais peu importe, ça s'est pacifié. La Suède qui était en guerre pendant très longtemps contre la France, sans jamais entrer dans les batailles et tout, se calme, on va dire, et donc rentre dans le rang. Et la Russie, mais sauf que la Russie, c'est un empire. Au même titre que Napoléon, au même titre que l'Empire français ou que l'Empire autrichien, c'est un empire, donc on lui dit pas de fermer sa tronche comme ça gratuitement, sachant qu'en plus c'est un petit peu plus loin que Vienne, donc c'est difficilement atteignable, et donc la deuxième grande erreur de Napoléon, ça va être la campagne de Russie. Il va y aller, il va décider d'envahir complètement le pays pour leur dire de mettre le blocus et même de pouvoir grappiller un peu plus de territoire supplémentaire. Et ça va bien se passer jusqu'à Moscou, puis les Russes vont incendier la ville et ils pourront jamais supporter l'hiver russe. Gros, jamais. Juste pour un peu complémenter cette info, donc à ce moment-là, Napoléon il arrive avec une armée de 500 000 hommes là-bas en Russie. Sauf que en fait, le tsar joue vachement à la défensive et la dérobade, et en fait, Napoléon continue toujours d'avancer et les Russes toujours de reculer. Sauf que les Russes ont en plus la tactique de la terre brûlée, sous le général Koutouzov. Donc ça veut dire qu'en gros, ils brûlent leurs infrastructures pour empêcher les Français de se nourrir, de s'abreuver, voilà, pour vraiment les affaiblir de manière considérable. Et du coup, on va avoir une super grande bataille très connue le 12 septembre devant Moscou, Borodino. Les Français l'emportent, bien sûr. Ils marchent le lendemain sur Moscou. Seulement, à ce moment-là, Napoléon fait plusieurs offres de paix au tsar, que le tsar laisse sans réponse. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que l'hiver rude de la Russie arrive et Napoléon tombe dans le piège. Tu veux enchaîner ou je continue ? Vas-y, pas de problème, t'inquiète. Ok.
Napoléon aussi voit l'arrivée de l'hiver et Napoléon ordonne du coup la retraite et c'est l'une des plus grandes catastrophes militaires de tous les temps. Donc ils sont piégés par le froid, le manque de nourriture, les soldats tombent un à un. On évoque même des cas d'anthropophagie, encore une fois. Une expression ressort de cette époque, qui est d'ailleurs russe, c'est la Bérésina. Donc ça veut dire que c'est le chaos. Seulement, malheureusement, ça marche. Bonne soirée, cette bataille, la bataille de la Bérésina, est une victoire. C'est une des dernières victoires de Napoléon sur ce territoire russe. Mais finalement, on décompte pour cette guerre qui est une complète erreur de Napoléon. Donc 200 000 morts du côté français sur une armée de 500 000 hommes. 200 000 prisonniers. Il n'y avait pas que des Français. Et 300 000 morts dans le camp russe. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Mais surtout, il y a 600 000 hommes. Il y a 600 000 hommes qui arrivent en Russie. Il y en a 600 000. Ils sont pas tous français. Je crois qu'il y a genre 300 000 français et le reste ça va être des Polonais, des Allemands, des Polonais, des Allemands, des Italiens. Bref, de tous les territoires à peu près conquis quoi. Mais il y en a que 100 000 qui entrent. Il y en a que 100 000 parce que il y a pas que les il y a pas que les morts dans les batailles, hein. Il y a les morts de froid, il y a ceux qui rentrent pas parce qu'ils désertent, il y en a qui se sentent pas concernés parce que c'est même pas leur nationalité, donc après tout, voilà quoi. Si admettons vous étiez soldat allemand en 1812 et que vous deviez combattre pour Napoléon Ier, est-ce que vraiment vous iriez crever de froid sur les rivières russes? Non. Faut être. Oui, mais après c'était quand même. Non, mais il y a des idéaux et après il y a des pratiques, tu vois. Dans le respect d'eux-mêmes et dans le fait d'avoir peur de déserter, c'était quand même extrêmement puni. Après, oui, je suis d'accord. Non, mais bien sûr, il faut pas être cramé. Immense de la Russie, oui, c'est sûr. Puis en plus, ils étaient assez peu vêtus, on disait à l'époque. Enfin, les simples soldats, entre guillemets. Donc, du coup, évidemment qu'ils se gelaient les. Hein, voilà. Ce qui se passe après, c'est que il faut rattraper les pots cassés et récupérer une armée de conscrits parce que il y a plus que ça et les soldats pros ils sont plus là, enfin il y en a, il en reste mais pas des masses quoi. Évidemment, faut renouveler les troupes. Donc du coup l'empire est fragilisé. Napoléon rentre avec beaucoup moins d'hommes et le vent tourne et les rois et empereurs d'Europe sentent le vent tourner. Donc l'Angleterre et la Russie prennent la main. En 1814 par exemple, enfin 1813-1814, je crois que tu as l'Espagne qui commence à être complètement perdue. C'est terminé, il n'y a plus rien de sauver. Donc les Anglais remontent par là, avec les Espagnols évidemment. Les Italiens, ça se mutine. En Allemagne, on respecte plus trop. Le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche reviennent dans le camp ennemi. Et donc du coup, les armées françaises, même s'il y a la campagne d'Allemagne en 1813 pour sauver les meubles, et la campagne de France en 1814, finit par être quand même submergée totalement. Et Napoléon est obligé d'abdiquer. Napoléon il est obligé d'abdiquer et il va être enfermé, il va être exilé sur l'île d'Elbe pendant quelques mois. Tu fais quoi mon ref? Oh, donc ils se sont fait poutrer, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et puis donc Napoléon va revenir de l'île d'Elbe en 1815 pour une période de 100 jours. Il va remettre le pied sur le sol français alors qu'il a été complètement interdit évidemment de revenir, c'est logique. Louis XVIII, donc le frère de Louis XVI, était revenu sur le trône de France et c'était redevenu un royaume. Il revient, donc du coup tout le monde repart à la baston. Tout le monde repart à la baston et les Prussiens et les Anglais vont foutre une pelletée aux Français en Belgique. Et voilà, et donc du coup Napoléon est obligé d'abdiquer une deuxième fois et cette fois il va être exilé bien plus loin à Sainte-Hélène à partir de l'année 1815 et il va y rester jusqu'à sa mort en 1821. Et voilà. Mais Napoléon... D'ailleurs, je tiens à juste notifier, en fait, Napoléon avait un garde à l'île de Sainte-Hélène qui était un Anglais, il s'appelait Hudson Law, et lui-même dira à la mort de Napoléon, exactement, je dis ces mots,
Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, c'était aussi le mien, mais je lui pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver que tristesse et profond regret. Je trouvais ça super beau. Et c'est ultra étonnant qu'il ait dit un truc comme ça, vu les relations extrêmement froides qu'ils ont eues au moment où lui était gouverneur de l'île et que Napoléon était prisonnier. Ils s'entendaient pas du tout. Ils s'entendaient pas du tout. Et donc, c'est bien, il reconnaît à la mort de... Voilà. Napoléon, c'est pas que de la guerre, c'est pas que des victoires et des défaites militaires, c'est pas que trucider toute une génération de Français. C'est incroyable, comment est-il mort, c'est impossible. Et il a fait énormément de choses en fait pour la France. Et donc on parlait des réformes tout à l'heure, on n'en a cité aucune je crois, ou très très peu. Mais non, Napoléon, c'est le baccalauréat, c'est les lycées, c'est la numérotation des rues, c'est les impôts, la Cour des comptes. Enfin les impôts il y en avait déjà, mais tel que ça a été pendant un certain temps. Voilà, il y a énormément d'avancées là-dessus. Attends, je cite aussi les autres parce que ça reste quand même extrêmement important. Donc, vas-y, tu as dit lycée, école militaire Saint-Cyr, instauration de la chambre de commerce, création de la cour d'appel, la cour de cassation, création du code civil, création de la Légion d'honneur, avec Napoléon qui aimait beaucoup la méritocratie. Il crée aussi, c'est lui aussi qui fait faire l'Arc de Triomphe. C'est également lui qui est à la création du Conseil des prud'hommes, qui fait les universités, la Bourse de Paris, la Cour des comptes, le baccalauréat, le code pénal, etc. Donc en fait, on a énormément d'institutions qui sont encore actuelles. Non, il n'est pas mort en 1812, il est mort en 1821. T'as juste inversé les chiffres. Bref, en tout cas... Donc il y a toutes ces avancées là et on peut pas les nier hein, parce qu'on vit toujours avec aujourd'hui. Ils sont stupides. Mais Napoléon, quand il arrive au pouvoir, donc en fin 1799, là, les frontières de la France, par exemple, c'est le Rhin et le Piémont, quoi. En gros, une partie de l'Italie, etc., qui sont ajoutées donc au territoire français que nous on connaît et qu'on a l'habitude de voir. Et quand il part en 1815, la France ressemble de nouveau à ça, ce qu'elle était donc en 1792, au moment où les différentes coalitions européennes ont décidé d'attaquer la France pour remettre les Bourbons sur le trône. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce que maintenant, on peut dire que Napoléon, avec tout ce qu'il a fait, tout amené, etc., a fait avancer la France? Vraiment. Est-ce qu'on peut l'affirmer, ça? Donc du coup, juste pour vous aider dans votre point de vue, là, on a cité quand même les choses qui étaient bonnes à son actif, mais on va quand même citer quelques trucs qui lui ont été reprochés par de nombreuses personnes, par la presse, etc. Donc, en premier, on a listé donc, son ambition démesurée et son adoration de la guerre. Donc son ambition, elle l'emmène très haut, mais ça lui permet de devenir empereur à l'âge de 35 ans. Mais c'est aussi ça qui le pousse à se lancer dans la guerre de Trô contre la Russie en 1812 et à repartir en guerre en 1813 et 1814. C'est aussi cette envie qui lui fait refuser obstinément de signer la paix et en fait, c'est toujours cette envie de gloire qui le perd, qui le fait perdre. Et qui entraîne également la mort de extrêmement beaucoup de soldats. Bah après, des batailles, il n'en perdait pas des masses. Mais le truc, c'est que par exemple, pour la campagne de Russie, des batailles, il n'y en a pas, comme tu disais, donc, ou très peu. Donc, il y en a très peu, mais il n'y a pas que des batailles à ce moment-là. Il y a quand même beaucoup de batailles autrement. En Espagne, il perd un nombre incroyable d'hommes parce qu'il y a des guerres civiles. C'est pas lui qui est aux commandes. Mais en fait, par haine, les Espagnols, ils vont être extrêmement virulents envers les soldats français. Et en fait, ils vont connaître des morts parfois atroces. Ouais, exactement. Le tableau très connu 13 de Maillot de Goya. Et en fait, on sait à cette période que c'est sordide, c'est sanglant. Les soldats connaissent vraiment des... Juste par la volonté de Napoléon d'instaurer un nouveau roi sur le pays, quoi. Ouais, comme tu dis, tout génie a ses travers. Tout génie a ses travers.
Et après, voilà, des mecs comme Napoléon qui partent de rien et qui font tout, il y en a pas des masses dans l'histoire. À mon avis, il y en a, allez, maximum un par siècle et encore. Et ce qu'il a fait Non, lui, mais après, c'est quand on même peut quand même extraordinaire. réfléchir que ça ne doit pas le faire au détriment de sa population. Tout à fait, pardon. En gros, j'avais trouvé quelque chose de pas mal sur un article, c'est qu'en fait, on associait la phrase un petit peu de Macron, le quoi qu'il en coûte, à la stratégie un petit peu de Napoléon. En fait, quoi qu'il en coûte, tant qu'il a sa gloire, il s'en fout du reste, clairement. Et c'est lui qui est responsable de milliers et des milliers de morts. Et en fait, c'était uniquement pour sa propre gloire. C'est pas faux, ça a pas évolué depuis. Ça a pas évolué. Enfin voilà quoi. Vas-y. Ensuite, on a également l'esclavage. Donc ça, on le sait, c'est lui qui l'a... Enfin, il l'a aboli. Enfin, en gros, ça a été aboli, pardon, en 1794 par la Convention. Mais la loi du 20 mai 1802 rétablit l'esclavage sous le consulat à l'occasion de la restitution par l'Angleterre de la Martinique, où l'esclavage n'avait jamais été aboli. Donc cela entache bien évidemment pour être tout à fait exact là-dessus, même si je suis d'accord avec toi, c'est dégueulasse, il le rétablit pas partout, justement. Et en fait, c'est juste rétabli dans les territoires où ça n'avait jamais été aboli, comme tu l'as dit. Donc du coup... Et en fait, justement, comme tu dis, c'est pas... Il l'interdit plus, partout, en fait. Mais en fait, il sort ses avantages aussi. Parce qu'on sait qu'à cette époque, le sucre était une valeur... Enfin, était quelque chose de grande valeur. Et en fait, il va essentiellement garder l'esclavage dans les Antilles, qui sont le plus gros producteur de sucre. Et en fait, qui est une denrée rare de l'époque. Donc, c'est aussi à son avantage. Après, on peut aussi relativiser en se disant que pour l'époque, on va dire que c'était quelque chose d'assez... Enfin, pas normal, pas du tout, il faut pas dire ça, mais c'est quelque chose qui n'était pas autant mal vu qu'aujourd'hui. Il faut vivre avec son époque. Oui, faut vivre avec son époque. En fait, on peut pas reprocher à quelqu'un du 19e siècle, même du début 19e siècle pour le coup, d'être misogyne ou raciste. C'est débile. C'est débile. Oui, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon en France, et tu le sais très bien parce que c'est toi qui nous as rappelé cette loi. Merci, Zin. Merci. Mais c'est vrai? Je crois que c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Mais pourquoi c'est vrai? Enfin, est-ce qu'on s'en fout? En vrai, je sais pas s'ils avaient le recul nécessaire pour penser comme ça. Je veux dire que peut-être que comme ils ont construit leur vie autour de la guerre et de la colonisation, ils avaient banalisé le fait de mourir pour une cause territoriale ou de pouvoir. Bah surtout qu'en fait, le 18, enfin fin 18e, début 19e, c'est vraiment le début du nationalisme. C'est là que c'est exacerbé, que vraiment ça a une importance, alors avant ça, c'est surtout les dynasties royales qui se tapent un peu sur la tronche pour agrandir leur territoire, etc. Et les gens, par exemple, depuis, on va dire 1400 en France, ils se sentent français. Mais ça veut pas dire pour autant qu'ils iraient mourir pour la France. Eux, ils s'en foutent. Normalement, c'est les affaires du roi, c'est les affaires de l'armée, c'est les affaires de tout ça. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans des guerres où il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent à chaque bataille, et ça dérange personne, parce qu'ils sont morts pour la patrie. Et c'est la première fois que ça arrive. C'est à partir des guerres napoléoniennes, en fait, que ça vient. Même s'il y a eu des beaux précédents avec la guerre de 7 ans, et voilà quoi. Le nationalisme pur, le pur nationalisme, il naît à partir de cette époque-là. Le nationalisme et le patriotisme, c'est pas du tout le sujet, mais j'ai besoin de savoir. Je sais pas exactement la différence entre les deux. Je vais pas te dire, je vais pas te sortir une définition précise, je l'ai pas. Mais en tout cas, vraiment, le fait de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais au combat et je vais mourir pour ma patrie, pour mon pays, pour ma nation. Mais en soi, ça c'était quand même déjà auparavant. Le nationalisme. Parce que quand tu regardes les croisades et tout, en soi, ils avaient un espèce de nationalisme. Non, ils mouraient pour Dieu. De volonté. Non, ils mouraient pour Dieu. C'est faux. Ouais, ils s'en foutaient d'être français, allemands. D'ailleurs, ils n'étaient pas ni français ni allemands. Ils étaient royaume de France. Voilà, ok. Donc royaume de France à partir de Philippe Auguste. Avant, c'est le royaume des Francs occidentaux. Bref. De l'autre côté, c'est le Saint-Empire romain germanique, mais dans Saint-Empire romain, il y a Romain, donc la papauté. Tout le monde s'en fout. Les Espagnols qui vont faire la Reconquista, effectivement, ils le font, mais c'est pas pour s'appeler l'Espagne et pour être les plus grands du monde, c'est pour en soi, un peu quand même. Dieu.
Le patriotisme, c'est l'amour des uns, c'est l'amour des siens. des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Merci beaucoup pour cette petite précision. Romain Gary, c'est un écrivain fifi. Plutôt Voilà. pour le chocolat ou chocolat. C'est voilà, donc du coup tu passes de fier d'être tel pays, on va buter les autres. Et d'ailleurs c'est très représentatif dans la Marseillaise par exemple, quand on te dit qu'il va falloir mettre du sang impur, donc du sang étranger, dans les sillons des chants français. Voilà, on te dit il faut qu'ils crèvent. C'est grave une chanson de Serpentard en vrai. Je trouve pas. La Marseillaise est une chanson de Serpentard. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir du débat de ce soir, messieurs dames. En tout cas, juste pour un petit peu continuer un petit peu sur ses mauvais aspects, on dit aussi qu'il était extrêmement misogyne et autoritaire. Donc, le code civil, donc, il y a un article dans le code civil donc, qui relate que la puissance du père de famille sur la femme et les enfants, donc le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement critiqué, mais encore une fois sur une période actuelle. Donc ça, c'était quelque chose qui était banal dans l'époque donc napoléonienne et qui est remarqué à l'heure d'aujourd'hui. Mais après, c'est pas quelque chose qui nous gêne à l'heure actuelle, on va dire. Ouais, c'est français, sûr. Ouais, c'est un peu français. Ouais. C'est sûr. Donc en fait, Napoléon est tellement controversé que la France est elle-même très mitigée quant au fait de commémorer le règne de Bonaparte, et c'est réel. À l'occasion de l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, la France est le seul pays à ne pas avoir envoyé de représentant officiel, ce qui provoqua un scandale diplomatique. Ça, pour le coup, c'est honteux. C'est extrêmement honteux. Les vainqueurs de la bataille, ils sont pas là. Pas pour le fait de commémorer Napoléon, tu vas peut-être pour les victimes. Bon, après, les victimes... les victimes, voilà, elles sont mortes depuis un moment, et puis même leurs enfants et petits-enfants, ils sont plus là. Mais je veux dire qu'en vrai, ils auraient pu quand même être présents. Je trouve ça un peu honteux. Mais c'est parce que ça répond pas aux valeurs de la République. C'est juste ça. Le problème, c'est les valeurs de la République. Regarde, tu mets toujours une gerbe le 8 mai et le 11 novembre devant les monuments aux morts. Tu le fais toujours. Et tu le feras tant que... Non, mais pas toi. Mais les maires de France, ils vont continuer à le faire tant que c'est la 5ème République et tant qu'il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Tant qu'il n'y a rien qui change à ce niveau-là, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Par contre... On te parle d'un État autocratique qui avait des valeurs qui ne correspondent plus à l'époque actuelle, etc. et qui représente une époque révolue où il y a des gens qui sont morts par milliers. Parce que les guerres napoléoniennes, je crois que ça fait un truc entre 1 et 2 millions de victimes en Europe. Un truc comme ça, c'est quand même pas dégueu. J'ai perdu ce que je voulais dire. Mais voilà, en gros, la République aujourd'hui ne défend plus Napoléon parce que Napoléon, c'est la France qui agresse, qui attaque et il veut pas. Mais en soi, moi je considère toujours que quand même, après, sans donner mon avis personnel extrêmement, mais juste sur le fait institutionnel, on peut lui reprocher certaines choses, mais avec un regard actuel, avec un regard de l'époque, on ne pouvait pas le faire. Et en revanche, à l'heure actuelle, on a quand même extrêmement beaucoup de points positifs liés à Napoléon. Donc en gros, pour moi, oui, on peut dire que Napoléon a fait avancer la France. Même s'il a quelques points où il était extrêmement en retard. Moi, mais franchement... en retard parce qu'avec nos yeux actuels. Pas avec le nos point yeux qui me dérange le plus, c'est même pas... Le point qui me dérange le plus, c'est genre, comme je disais tout à l'heure, c'est censé être l'empereur des Français qui représente les valeurs de la République, et donc révolutionnaire, à travers l'Europe. C'est lui qui va imposer, par exemple, les codes civils, etc. dans les autres pays. Donc en Allemagne, par exemple, le code civil il est instauré, comme partout ailleurs, dans les territoires de l'Empire. Et ça va marcher, parce que techniquement parlant, derrière, le printemps des peuples en 1848, c'est une des conséquences pas forcément réfléchies des actes de Napoléon 20 ans plus tôt. Et donc du coup les peuples vont avoir envie de s'auto-affirmer, etc. et de faire valoir les valeurs de la démocratie, etc. dans plein de pays européens où il va y avoir des révoltes de partout, ça va péter dans tous les sens. Et ça c'est grâce à Napoléon aussi. Mais lui qui est soi-disant donc l'empereur de la Révolution, il va essayer de faire un système dynastique comme à la grande époque de l'Ancien Régime. Il va faire un mariage arrangé avec une Habsbourg, donc Marie-Louise d'Autriche,
qui est donc la fille de l'empereur d'Autriche justement, et il va essayer de créer une dynastie, donc la dynastie des Bonaparte, avec, donc d'ailleurs ils vont avoir un fils qui s'appelle Napoléon aussi, Napoléon II, qui va pas régner sur la France, en vrai, parce que du coup, quand il va abdiquer, il va dire que voilà, c'est son fils qui règne, mais en fait, on lui dit non, casse-toi, c'est bon, merci, au revoir. Il a régné un mois, il a dû régner un mois de ce que j'avais vu. Mais essentiellement, il est considéré comme le roi de Rome, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en gros, donc Napoléon l'appelle. De toute façon, Napoléon II, en gros, il va mourir à 23 piges de la... 21 ans, pardon. Pneumonie. De la tuberculose, je crois, ou de la pneumonie, je sais plus. Bref. Pneumonie. Bref, il va mourir de maladie, et la dynastie Bonaparte n'aura pas lieu d'être. Sauf que il va mettre tour à tour sa famille, ses frères, ses maréchaux sur les territoires européens. Il va mettre partout ses pions, il va dire tiens toi t'es duc de je sais pas quoi, toi t'es duc de nanani, toi t'es prince de tel endroit. Il va nommer la noblesse d'empire, on l'appelle, la noblesse d'empire. Les maréchaux qui deviennent des nobles, les Bonaparte, la famille élargie des Bonaparte, qui vont avoir des responsabilités un petit peu partout. Et d'ailleurs, comme c'est pas forcément des très bons gestionnaires, ils resteront pas en place. Hein. Je crois que des guerres napoléoniennes, celui qui reste le plus longtemps sur un trône, c'est Bernadotte. Il devient roi de Suède. C'est un maréchal d'Empire. Donc, qui devient roi de Suède parce que... Alors, ça c'est le plot twist de l'histoire absolue. Le roi de Suède, il a pas de descendant. Il va parler avec un maréchal français et il va se dire tiens, vas-y, c'est toi maintenant le nouveau roi de Suède. Et il va rester dessus. Et d'ailleurs, il va l'être parce qu'il va trahir la France. Il va trahir la France et de fait, il va avoir le royaume de Suède et derrière, il va imposer sa dynastie. Et c'est le seul qui va le faire de l'Empire. Il va imposer sa dynastie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en Suède, c'est les Bernadotte qui sont au pouvoir. Et c'est les seuls dans ce cas-là. Mais bon, tout ça pour dire que Napoléon, il a posé ses copains un peu partout, quoi. Donc en vrai, les valeurs de la République et de la Révolution, oui et non, quoi. En tout cas, pour conclure rapidement, je te coupe, mais du coup, il faut qu'on... Bien sûr, pour le débat. Donc en gros, donc bien sûr, certains contestent le fait qu'il était un grand personnage pour les raisons qu'on a citées. Mais du coup, selon notre propre avis, on ne devrait pas juger les grands personnages de l'histoire avec un point de vue moderne. Cependant, on a pu retracer que Napoléon était très mal vu par la presse. Tu peux mettre la revue de presse, s'il te plaît ? Bien sûr. Et en gros, on a aussi vu que... donc comment, en fait, on voulait comparer un petit peu avec ce qu'on avait entendu sur comment Chateaubriand parlait de lui, comment Stendhal parlait de lui. Alors, je sais pas si on avait parlé du coup de ce qu'avait dit Chateaubriand. Mais enfin bref, je ne retrouverai pas, mais en tout cas, il avait louangé. Ouais. Il avait louangé, et en fait, je voulais comparer avec l'actualité de comment la France parle de Napoléon actuellement. Donc ça, c'est des articles modernes. Donc, on voit les titres: Napoléon, tyran ou héros, Napoléon, manipulateur de l'histoire, despote éclairé ou tyran sanguinaire, tyran ou génie, voilà. Donc en soi, à l'heure actuelle, et pourtant ce n'est pas des journaux un petit peu à la con, hein. Là on a quand même Le Figaro, Le Monde, Europe 1, Géo, bon, Le Pèlerin. Un journal d'actualité. Le Pèlerin je connais pas du tout, donc je vais quand même pas parler de lui. Mais en tout cas, les autres journaux, on peut pas dire que ce soit des ploucs en termes de... Mais tu sais quoi, d'actualité. Je suis désolé, je te coupe. Attends, juste pousse, je finis. Mais en tout cas, juste pour dire que en comparaison entre l'actualité actuelle, enfin, mais entre l'actualité de nos jours et les propos tenus par des écrivains de l'époque contemporaine de Napoléon, il y a quand même un écart incroyable. Vas-y, je te laisse. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que, comme chacun sait, on est content. On est, comment dire, on devient nostalgique d'une époque quand on l'a perdu. Napoléon, en Europe, il a été critiqué, évidemment. Vous preniez les journaux anglais, les journaux allemands, tout le monde se foutait de sa gueule. Oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Il est quand même... il est peut-être bien. J'y viens. Vas-y. Et alors, c'est vrai qu'actuellement en France, par exemple, Napoléon, il est controversé. Comme tu disais, c'est le moins qu'on puisse dire et tout. Tout le monde le critique plus ou moins, et souvent on rajoute les valeurs actuelles dans l'équation, alors que ça n'a pas forcément lieu d'être. Mais
en Europe, en 1820, 1821, bon bref, on va dire 1825, quand l'Europe a perdu Napoléon, les gens sont nostalgiques, et pas que en France. En Angleterre, donc tu parlais de Law tout à l'heure, mais Wellington disait aussi quelque chose de très important sur Napoléon. J'ai pas la citation. Mais Wellington, donc en gros le duc de Wellington, qui va battre Napoléon à Waterloo, donc sur la dernière bataille, il va dire que limite il lui manque quoi. En fait, ils avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de lui, tous. Mais même sans ça, quand en 1840, le corps de Napoléon est ramené, je sais plus par qui. Louis-Philippe. Enfin, par Louis-Philippe, voilà, exactement. Napoléon, il est louangé par le peuple et par le pouvoir en place. Bah ouais. Même après le recul de 20 années. Enfin, je veux dire, en soi... Debout. Ouais. il est quand même extrêmement bien vu. C'est ça. Et en fait, très souvent, on se rend compte de quelque chose quand on l'a perdu. Que ça, pas forcément ça nous manque, parce que je pense pas que les Anglais, en vrai, dans l'absolu, je pense pas que le paysan anglais il en ait quelque chose à foutre de Napoléon. Clairement. Mais je pense qu'ils avaient peut-être un point de vue un petit peu différent après. C'est comme, regardez, juste en France, on a l'habitude de critiquer tous les gouvernements qui passent au fur et à mesure et tout. Mais bizarrement, quelques années après, on oublie, on s'en fout en fait, on a limite de la sympathie pour eux alors qu'ils nous ont fait du mal en général, bizarrement. Ça dépend qui, ça dépend quoi, évidemment, il y a des choses, il faut pas être nostalgique, hein, surtout pas, genre par exemple Vichy, il faut pas être nostalgique, c'est clair. Hein? Qu'est-ce que ça c'est? Ok, bref, vas-y, il y a plein d'époques différentes qui gênent quoi. Qui gênent et une fois qu'elles sont parties, bye. Ouais. Bon, en tout cas, juste pour terminer, j'ai entendu une phrase du film de Napoléon. Okay. Enfin, un extrait du coup où en gros il disait, donc Joachim Phoenix, insatiable de gloire. Donc on peut dire qu'en gros c'est vraiment la représentation allégorique de Napoléon pendant toute son existence. C'est ce qu'il a mené haut, c'est ce qu'il a perdu également. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'en vrai, on a à peu près fait le tour sur Napoléon. En vrai, il y a plein de choses à dire, mais on n'a pas le temps, faut pas déconner. Et on tient à ce que vous restiez un petit peu, parce qu'on a quand même des choses importantes à voir.